C'est votre émission Grande Tribune. Nous sommes le lundi 18 octobre 2024. Deux sujets vont donc faire l'objet de cette émission. En premier lieu, nous aborderons la thématique liée à la révision, soit au changement de la Constitution. En second lieu, nous parlerons du procès de Charles Onana. Vous le savez, les audiences sont closes. On attend maintenant le verdict final qui va intervenir très incessamment. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs, deux invités sur ce plateau avec qui nous allons donc échanger autour de ces deux thématiques pour vous donner la lumière, l'éclairage, la compréhension et la raison. Alors, monsieur Freddy Moulumba, merci beaucoup de prendre part à nouveau dans cette émission. En tout cas, je vous en prie, cher ami, j'espère qu'on fera un très bon débat cette fois-ci. Merci beaucoup, monsieur Freddy Moulumba, qui est journaliste, chercheur ainsi que politologue. En face de lui, avec un nouveau monsieur, un nouveau visage que nous découvrons ensemble sur ce plateau, c'est monsieur Christophe Massamba. Monsieur Massamba est acteur social, il est également chercheur, il est également acteur politique, hein, mais ici il va particulièrement intervenir comme chercheur. Merci beaucoup monsieur Christophe Massamba de prendre part pour la première fois à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci bien, mesdames et messieurs. Vous le savez certainement, le chef de l'État s'est exprimé le week-end dernier à Lubumbashi sur la question du changement ou de la révision constitutionnelle. Allocution qui a fait couler encre et salive en liminaire. Qu'est-ce qu'a dit le chef de l'État de façon beaucoup plus concise? Voici ce qu'il dit. Personne ne changera mon avis sur la révision ou le changement de la Constitution. Donc personne ne va changer son avis. Donc le processus de révision, de changement est irréversible. On va soit changer, soit réviser. Ça, c'est le discours du président de la République. L'article 217 de la Constitution consacre la vente de la souveraineté de la RDC à certains États africains. On va lire avec nous ici sur ce plateau, messieurs, dames, l'article 217. Est-ce que l'article consacre-t-il réellement la vente de la souveraineté à certains États africains? On va l'analyser ensemble. La prise de position de certains ministres des dieux, particulièrement les hommes d'église catholique, sont inquiétantes. Le pays est en danger. Danger venu de l'extérieur, avec complicité interne de ceux qui ont échoué aux élections et ceux qui n'ont pas participé au scrutin. Les propositions de la commission qui va travailler sur la Constitution seront soumises aux élus du peuple, si nécessaire à la population directement par référendum. Mes chers compatriotes, notre pays est en danger. Il est vraiment en danger. Nous devons donc passer ce cap de révision, soit du changement de la Constitution. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, on l'abordera au cours de l'émission. On va d'abord rester là. On va analyser la question de la révision, soit du changement de la Constitution. Monsieur Freddy Moulumba, je commence avec vous d'abord. Quel est votre avis, quelle est votre lecture du discours du président Tshisekedi à Lubumbashi? Je suis très malheureux. Et très malheureux du fait que nos élites ne comprennent pas. Comment ça? Il faut voir les tons que le chef de l'État a utilisés. Il n'y a personne qui est mieux informé dans ces pays que Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui négocie. On lui fait des pressions. Il vient vous dire qu'on veut qu'on puisse aider notre pays au Rwanda et aux autres États voisins. Vous vous doutez? Moi, j'ai dit, il y a une difficulté. C'est pour ça que moi j'ai dit, à un moment donné de l'histoire, il faut que les élites, les véritables élites, qui sont la conscience de la société congolaise, prennent les choses en main. Les présidents vous donnent l'information que nous sommes en danger. C'est lui les défenses, donc les grands de la nation, les grands de l'unité nationale. Quand il vous dit ça, est-ce la blague? Il regarde les tons qu'il a utilisés. Il dit, je veux changer la constitution. Il ne va pas céder. Il parle à qui? Il ne va pas reculer en tout cas. Il parle à qui? Ce n'est pas aux opposants. Les véritables personnes qui font l'opposition aussi, ce sont des globalistes, les hommes d'affaires occidentaux. Il leur parle. Parce que selon la Constitution, le président a les pouvoirs d'initier
le changement de la Constitution, tout comme la révision. La révision, oui, mais le changement... J'ai dit que les présidents... La question reste posée. Je t'informe que les présidents, selon la Constitution, les présidents ont le pouvoir de changer la Constitution. Réviser, oui, mais changer. Réviser, même si changer. Changer. Ils doivent faire l'initiative. Vous êtes sûr? Est-ce que les gens lisent la Constitution? La raison pour laquelle je n'ai pas entré dans les débats juridiques. Il faut laisser cet espace-là aux constitutionnalistes. Ici, je te dis que selon la règle, donc selon la loi, qui est selon l'article, il y a un article sur... 218, on peut lire l'article 218 qui parle de la révision de la Constitution. Monsieur Freddy Mulumba, la Constitution ne parle pas du changement. J'ai dit ceci. La Constitution parle de la révision. J'ai dit que le président a le pouvoir de demander qu'on parte au référendum. Il a le pouvoir. C'est le seul qui peut demander soit nous partons au référendum, soit on révise quelques dispositions. Il a le pouvoir là. Il n'y a personne d'autre. Et surtout que le président, lors des dernières élections, c'est la seule personne qui a eu la légitimité. Mais la révision, les changements de la Constitution n'est pas parmi les matières qui peuvent être inscrites. Je t'ai dit que le président... Au changement de la Constitution. Le président a le pouvoir. Il a le pouvoir de demander un référendum. Mais il n'est pas au-dessus des pouvoirs. Je t'ai dit le pouvoir, mais il a la légitimité. Il n'est pas au-dessus de la... Écoute, le président a la légitimité d'abord. Ça, c'est la légalité. Il a été élu par le peuple congolais. Il n'a pas triché. Il n'a pas été nommé. Les dernières élections, Félix a gagné cette élection grâce au peuple. Il est normal qu'il demande à ce qu'on revoie cette constitution. Ça, c'est au niveau du président. Deuxième chose que je voudrais un peu ajouter, beaucoup de gens parlent trop. Je vois des gens qui passent à la télévision, ils discutent. Même ceux qui n'ont pas de capacité. Faisons un effort, que ceux qui connaissent viennent parler. Et quand on parle, il faut avoir des preuves. Parce que les gens qui disent il ne faut pas changer la Constitution. Non, Félix va changer la Constitution, il va se maintenir au pouvoir. Au pouvoir. Mais déjà, ça fait... J'amène les livres de Bochabo. Bochabo, professeur Bochabo et professeur Sambo, c'est qui était à la base de la Constitution de 2006. Ils ont élaboré ensemble. Mais Bochabo, dans son livre ici, donc c'est en 2013, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Le livre est publié en 2013. Et dans ce livre, il faut que je montre aux gens parce que il faut en chercher. Il faut lire quand même avant de discuter. Dans ce livre, Prof Bochabo donne les raisons pour réviser la Constitution du 18 février 2006. Quelles sont les raisons qu'évoque le professeur Bochabo dans son livre? Oui. Il explique pourquoi il faut revoir. D'un côté, vous avez des patriotes, des souverainistes, des nationalistes, qui demandent, qui disent que cette constitution a été élaborée par les étrangers, ce qui est vrai. Beaucoup de gens discutent, c'est vrai. Non, le professeur Bochabo a dit que cette constitution a été élaborée. Il donne les raisons, ce n'est pas lui qui dit. Il donne les raisons pour lesquelles il faut revoir la constitution du 16 février 2006. Première raison, il dit que ce sont les nationalistes, les patriotes, les souverainistes qui veulent assez qu'on revoie la constitution parce que ça n'a pas été fait dans des conditions normales. Donc c'était les étrangers qui étaient derrière. C'est ce que Bochabo dit. C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit. Il a donné la position des gens. Pardon, laissez-moi un peu voir. Non, c'est pas sa position. Il y a trois... Ah, il a trois raisons. Oui. Non, c'est pas sa position. C'est pas sa position. Oui. Il dit les raisons qui peuvent justifier. Il y a des gens, des patriotes, qui disent que cette constitution a été faite par les étrangers. Ce qui est vrai. Et je recommande beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de lire les livres de Jean-Claude Willam. Les faiseurs de la paix. Et si ce livre, vous avez la photo de Joseph Kabila et de Louis Michel. Donc, Jean-Claude Willam, c'est un politologue belge. Il a publié ce livre. Ceux qui doutent, à lire Jean-Claude Willam pour éviter des polémiques un peu inutiles. Donc, ça c'est la première raison. Deuxième raison, il dit il y a des raisons objectives. On peut dire scientifiques. Dans le sens que pour certains constitutionnalistes, il y a beaucoup de fautes ou bien des erreurs qu'il faut toutefois corriger. Ça, c'est entre constitutionnalistes, entre scientifiques. Et troisième
on dirait le troisième raison en quelque sorte, il y a ceux qui disent que avec le temps, cette constitution n'est plus adaptée. Parce que ça a été fait, ça a été élaboré pour régler les crises. C'était pour régler la guerre à l'Est. Maintenant, nous nous trouvons dans une autre situation. Notre environnement, il faut revoir. Donc, ce sont les trois raisons que Bochabo avance selon son analyse. Donc, on n'est pas contre la révision. Mais il faut maintenant que chaque camp donne ses arguments. Voilà l'importance d'un débat. La fois dernière, je vous ai parlé du professeur... Il a donné juste les trois approches, il n'a pas donné son approche à lui en tant que scientifique. Non, non. D'accord. Il a dit que ce sont des raisons, il a écouté les hommes politiques, il a écouté tout le monde, il a donné les résumés. Hein? Maintenant, sur le bas de ça, on peut réviser cette constitution du 18 février. Ça, c'est en 2013. Donc ça fait à peu près 11 ans, que le débat existe. 9 ans. 11 ans. 11 ans, pas 9 ans. 11 ans. Il y a le deuxième livre, c'est le livre du professeur Jean-Louis Sambo. Jean-Louis Sambo. C'était sa thèse de doctorat. Il a publié maintenant sous forme d'un livre. Constitution congolaise du 18 février 2006, à l'épreuve du constitutionnalisme. Et là, j'ai épinglé un article sur la souveraineté de l'État, l'article 9. Et cet article 9, il explique que dans les temps, c'était soit les sous-sols appartiennent à l'État. Maintenant, cet article brouille les cartes. Et il a écrit, il faudrait qu'on puisse réviser cet article. Ça, c'est le professeur Sambo. Oui, mais c'est écrit c'est une thèse de doctorat. Ce n'est pas des discussions à la télévision. Donc, il faudrait qu'on apprenne à discuter avec des preuves. C'est pour éviter la confusion. Donc, si le président parle, il faut déjà retenir ceci. C'est l'homme le mieux informé. Vous les voyez, il voyage, tantôt au Rwanda, tantôt au Kenya, alors que notre pays est occupé par le Rwanda et l'Ouganda, mais on lui demande de négocier. Il va négocier quoi? Je pense qu'à Lubumbashi, il a été très clair. On lui demande, on fait pression pour céder les terres. Mais maintenant, M. Fodi, sans vous arrêter, hein, oui. L'article 217 qu'a évoqué le chef de l'État, qui consacre la vente de la souveraineté de la RDC à certains États africains. Cet article se trouvait dans la constitution de 1967 de Mobutu, co-rédigé par le feu Etienne Tshisekedi. Oui, allez-y. Et puis cet article se trouve également dans... On a cité 4 États africains qui ont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal. Les premiers où? Cet article se trouve dans les conditions de ces 4 Mais les premiers où? Comme ça se trouve ailleurs, on ne peut pas revoir cet article. C'est ça l'argument qu'on donne? Non, ils disent que l'argument qu'ils donnent, c'est que ce n'était pas pour céder la souveraineté, mais pour réaliser l'unité africaine. Voilà pourquoi ça se trouve. Voilà la confusion. Dans d'autres constitutions. Félix, c'est un politique. Il est chef de l'État. Nos amis, ce sont des juristes. Mais il y a des dimensions géopolitiques qui les dépassent. Donc il faut aller au-delà de ces textes-là. C'est ce que Félix Tshisekedi a dit. On lui demande de céder des terres. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Comment est-ce qu'on est incapable de comprendre son discours? Pourquoi les gens veulent discuter sur des textes qu'on peut changer? Si aujourd'hui il y a un coup d'État, qui va respecter ça? Comment est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et quand je vois les gens qui ont fait l'université se comporter ainsi, je suis désolé. Le temps est arrivé. Que les débats soient engagés entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Le peuple va décider. Et nous devons, cette fois-ci, aller au-delà de la Constitution. C'est-à-dire? Ça signifie que faire un débat de fond sur la société, est-ce que vous trouvez normal? Aujourd'hui, toute l'économie, toutes les banques sont dans les mains étrangères, toutes les mines sont dans les mains étrangères. On a signé des conventions, tout comme des contrats avec les étrangers. On a vendu des terres. L'élite congolaise est où? Vous êtes à côté de la plaque. Merci. Voilà le fond du problème. Ça signifie qu'il faut maintenant chercher des historiens, politologues, anthropologues, sociologues. Il faut qu'on fasse un débat sur notre société. Ce n'est pas normal. Et je vais parler de la dimension géopolitique.
En deuxième lieu, peut-être, je passe la parole à votre... Ouais, je vais terminer. On a assez de temps. La dimension géopolitique, c'est que les gens beaucoup ignorent. Kagame vous a dit qu'il a besoin de terres congolaises. Il dit clairement. Il dit non, Bunaganda, Rutshuru, ça appartient au Rwanda. On vous fait la guerre, vous êtes occupés. Vous avez encore fait des discours sur les textes, dire non, comment ça s'est passé au Bénin, en Côte d'Ivoire, qu'on doit accepter ça. Donc vous ne comprenez pas la dimension géopolitique, hein? Il faut laisser les juristes faire le travail. Quand il y a des têtes d'histoire, quand les présidents parlent, qu'on demande aux géopolitologues, aux historiens, qu'ils viennent expliquer. Comme ça, notre peuple verra clair. Mais entrer dans cette confusion, n'importe qui devient spécialiste, je suis désolé. Monsieur Fendi Mulumba, voilà, merci. Monsieur Massamba, Christophe, alors, quelle est votre lecture vis-à-vis du discours du chef de l'État Lubumbashi? Bon, en réalité, je n'ai pas pu suivre le discours, hein, parce que je n'étais pas en ligne. Hein. Ouais. J'avais un problème. Je n'ai pas pu suivre le discours. Néanmoins, j'ai pu prendre connaissance de ces discours. Il s'agit donc de la révision ou la réforme de la Constitution, ou le changement de la Constitution. Comme vient de le dire mon collègue, mon ami Freddy, effectivement, en tant que président de la République, il est en droit de prendre certaines initiatives. Et cette initiative-là, sur la Constitution, c'est une initiative que moi j'approuve. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne vois pas... je vois le président de la République aller dans le sens que nous avons recherché depuis très longtemps. On a vu comment cette constitution a été élaborée et puis les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il y a une question qu'on s'est toujours posée. Est-ce qu'il y a un problème ou non? Est-ce que nous vivons tranquillement ou non? Je dis que oui, on vit avec beaucoup de difficultés en RDC et la Constitution y est pour quelque chose. Pourquoi? Ça part déjà de son élaboration. Par qui a-t-elle été élaborée? On va nous dire, les Congolais se sont rencontrés, ils ont été ensemble, ils ont discuté. Mais quand on va plus loin, on retrouve, quand on va vraiment chercher, on retrouve ce qui était caché derrière ces gens qui représentaient les Congolais pour le travail de cette constitution. Qui sont ces gens-là? Je vais te dire par exemple que j'ai lu une publication de Vincent Higeux, juste à l'époque de l'élaboration de cette constitution. Et j'étais au courant que M. Pierre Mazeaud, par exemple, était à Kinshasa pour l'élaboration de la Constitution. Pierre Mazeaud, c'était un constitutionnaliste français. Il a travaillé pour l'élaboration de la Constitution. Vous allez lire le livre Sorcier blanc de Vincent Higeux, vous verrez comment les constitutions en Afrique sont élaborées. D'ailleurs, quand vous venez de citer le cas du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, et de quel pays encore? Du Tchad. Ouais. Bon, je vais vous dire que la France s'est spécialisée dans les élaborations des constitutions, de plusieurs constitutions africaines. Il y a par exemple dans ces livres, quand vous fouillez bien, vous trouvez par exemple un grand constitutionnaliste français, Jean-Jacques Debache, qui travaillait sur l'élaboration des constitutions des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, tout ça, quand il fallait faire modifier la constitution en faveur de celui qui était là pour la France-Afrique. Et vous aviez aussi le procès André Jouve. Ils sont maintenant des personnes, je ne sais pas Jouve s'il est mort, Jean-Jacques s'il est encore là, Pierre Mazeaud, je crois qu'il est encore vivant. Vous avez dit, il faut que nous soyons précis, monsieur Christophe Massamba. Vous avez dit qu'il y a un ouvrage qui édite comment les constitutions africaines ont été... Sorciers blancs. Le Sorcier blanc. Sorcier blanc de Vincent Higeux. De Vincent Higeux. Ouais. Sorti en quelle année?
Non, il faut Bon, seulement... on va il faut- chercher- il- on va allez sur Google, En tout vous cas, mettez tout simplement. cherchez sur Google. Google, vous aurez J'ai ça. plus l'année, mais Voilà, on donne Ouais. à nos téléspectateurs, allez chercher, on va Le chercher sorcier ensemble blanc. le sorcier blanc du professeur, Non. de monsieur Vincent Hijou. Monsieur Vincent Hijou. Très bien, allez-y. Donc, c'est pour dire que est-ce que ces gens qu'on affiche comme élaborateurs des constitutions n'ont-ils pas été capables eux-mêmes d'élaborer la constitution pour avoir des blancs qui sont en fait derrière? D'ailleurs, le titre sorcier blanc signifie quelque chose. Alors, il y a aussi, souvenez-vous du président de Tchad, le feu Idriss Déby. Quand on lui a demandé de modifier la constitution du Tchad, il a dit précisément ceci: je ne peux pas modifier la constitution parce que pour rester au pouvoir, parce que moi je crois qu'il faut changer des choses, aller dans le sens du changement démocratique, il pensait, au Tchad. On lui a dit, mais vous pouvez changer la constitution. Il dit, non, non, moi je ne peux pas changer de constitution. En tout cas, pour continuer à vivre ad vitam aeternam comme chef de l'État, je ne suis pas d'accord, je suis fatigué. J'ai vécu toute mon enfance dans dans des problèmes militaires, j'ai vécu des crises, et puis moi-même j'ai fait l'armée, et je n'ai vécu que des guerres. Je veux maintenant me reposer. On lui a dit, non, 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 il faut que tu changes la constitution pour pouvoir rester chef de l'État. Alors il a dit, moi en tout cas je ne peux pas changer, je ne veux pas changer de constitution. Alors les Français ont décidé de changer la constitution. Ils lui ont dit, nous allons envoyer des gens qui vont changer la constitution pour vous. Et ça a été fait. Ça je l'ai dit ouvertement. Vous pouvez chercher, même, je crois même il y a eu une publication sur YouTube, sur Idriss Déby. Dans le gouvernement français, vous parlez de la France. De la France. Donc la France a demandé au président français de... Au président du Tchad de transformer la constitution. Officiellement. Oui. La France a écrit au président tchadien pour lui dire changer la constitution. Mais c'est dit, hein, il y a une interview du président Idriss Déby face à 2 journalistes français où il explique ce problème. Moi-même, j'ai tenu une conférence à Paris où j'ai exprimé ça à l'époque où les gens ne savaient pas ça. Alors, vous comprenez? Oui. Donc, vous exprimez le fait que les constitutions africaines sont élaborées pas par les Congolais eux-mêmes, mais par... Vous parlez de l'Afrique, non, c'est par les Africains eux-mêmes. Les Africains eux-mêmes, Ouais. pardon, les Africains eux-mêmes, mais par les étrangers. Ce sont les étrangers qui élaborent la plupart des constitutions. Ce n'est pas ça que j'ai dit, mais dans le cas d'espèce, il y a eu des situations que j'évoque là, où il y a eu des changements de constitution par la volonté de ceux-là qui nous ont colonisés. Des anciens colonisateurs. La France avec, je donne l'exemple de Jean-Jacques Debache, André Jouve, connu pour l'élaboration des constitutions africaines, pour le cas de la RDC, Pierre Mazeaud, qui a fait son séjour ici, je crois c'est à l'hôtel Memling, pour le changement pour l'élaboration de la constitution qui est en question aujourd'hui. Il y a peut-être des personnes que je ne connais pas, mais Pierre Mazeaud, ça je sais. Mais c'est pas ce que le professeur Mampouya a dit quand on a suivi le professeur Mampouya, qui est parmi les experts qui ont également participé à l'élaboration de cette constitution. Mais la question que j'aimerais poser, quel est l'intérêt que ces États colonisateurs, anciens colonisateurs, visent-ils en élaborant les constitutions? Je vais vous répondre. Mais ce n'est pas parce que le procès Mampouya a dit que ce que Mampouya a dit est vrai. Mampouya peut passer son temps à dire ce qu'il veut, mais si ce n'est pas exact, il peut être professeur, il peut même être super professeur 4 fois, 5 fois, 10 fois professeur, ça ne veut rien changer, ça ne va rien changer. C'est ça la réalité. Ce que le prof Mampouya dit est faux, ce que les professeurs que vous avez cités là est vrai. Non, Mampouya a dit ce qu'il a dit. Tout simplement. Il a dit ce qu'il a dit. Non. Il faut faire de la dialectique. Bon, moi, j'aimerais comprendre. Mampouya, quels sont les intérêts, justement les intérêts sont les suivants. On préfère avoir des petits capitaux à la tête des États africains.
on change de constitution quand ça les arrange. Tu vois, par exemple, Kagame est là. Va faire, peut-être, s'il va faire 100 ans, il va faire 100 ans au pouvoir, parce que l'Occident travaille avec lui. Ils ne veulent pas de constitutions qui répondent aux attentes de la population congolaise ou africaine. C'est question d'intérêt. Je dirais simplement qu'il faut quitter cette histoire des grandes personnalités. Quand ils disent quelque chose, c'est indiscutable. Il faut quitter ça. Il faut discuter sur tout. Personne n'a dit ça. C'est juste un contre-argument par rapport à ce que vous disiez. D'accord. Bon, ok. Oui. Lui, il a dit ça, mais moi, j'ai dit autre chose. Maintenant, on peut discuter de ça. Hein? Bon, maintenant, sur mon opinion personnelle, je pense que moi et beaucoup d'autres d'ailleurs ont pensé depuis longtemps qu'il fallait changer cette constitution. Donc ça vient à point pour nous. C'est pas parce que c'est Tshisekedi qui est président de la République qui prend cette initiative oui. que moi je vais dire ah oui parce que ça pourra permettre à ce qu'il prolonge son mandat. je vais être contre ça. Non. Nous regardons la dimension géopolitique comme a dit mon collègue tout à l'heure. Faisons 2 camps, des gens, prenons tous les corps de métier. Le chef de l'État a dit, mais ça sert à quoi de mettre en place une commission? Parce que le processus est irréversible. C'est-à-dire qu'on ira soit au changement, soit à la révision. Mais non, on réfléchit sur quoi? Mais écoute-moi. Il a tracé, il a donné une ligne de conduite. Oui. Il a dit qu'on va le faire. Mais maintenant, il faut une commission. Oui. C'est tout à fait normal. Oui. Une commission, c'est quoi? C'est des experts. Vous pouvez trouver des gens de la société civile, des acteurs de la vie économique. Vous pouvez trouver... Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une constitution soit changée, il faut soit l'aval du Parlement, soit l'aval de la population elle-même consultée par référendum. Non. Mais bien sûr. Vous pensez le président a le pouvoir d'initier les changements de la Constitution, tout comme la révision. C'est prévu. Oui, initier, oui, mais pas changer. Non, mais il va changer comment? Parce qu'il dit, on va prendre ça, on va soumettre soit au Parlement, soit à la population par référendum. Mais le peuple peut dire oui ou non. Oui, mais c'est la liberté. Oui. Attendons que le peuple dise oui ou bien dise non. Mais il a déjà lancé les débats. Mais il a dit que ça ne va pas changer, ça, on va que changer. Non. Il a dit ceci que lui, voilà, écoute d'abord, il a dit qu'il ne va pas reculer. En tant que garant de la nation, il a déjà pris dessus, il ne va pas retourner. Ça signifie que les globalistes qui sont ailleurs, qui ont leurs clients ici, font pression. Parce que si aujourd'hui il y a un débat ouvert dans tous les médias, à l'université sur la Constitution, je pense que beaucoup d'hommes politiques qui crient sur les toits ne feront plus la politique. Parce que ces gens portent les masques. Parce que si réellement ces gens sont politiques, qui se disent opposition, tout comme au pouvoir, qui sont contre, ils acceptent un débat. C'est ça d'être intellectuel. Je ne suis pas d'accord avec le président. Je ne veux pas qu'il change l'article 220. Regardez pourquoi. Venez discuter. Pourquoi faire des menaces? Ça signifie que les Occidentaux qui sont derrière, ceux qui avaient fait la Constitution, avaient fait des calculs de façon que, avec le temps, qu'on puisse faire disparaître notre pays. Je pense que M. Kabila, il a fait du bon travail. Il faut normalement qu'il y ait un débat public. C'est ça la démocratie. On ne peut pas faire encore la Constitution comme la fois dernière. On s'est caché là-bas, on a pris les gens, on a mené à Kisangani, on a donné l'argent. Non. Cette fois-ci, les débats doivent être publics. Il faut que le peuple, les élites, démarrent ces débats publics. C'est après débat maintenant. On va dire, ok, on va réviser quel article ou bien on va changer la Constitution. C'est après débat. Qu'est-ce que vous suggérez, qu'on change ou qu'on révise? Non, on va décider après débat. C'est la démocratie, non? Mais tous ces gens ont peur de la démocratie. Ils ont peur que le peuple s'exprime. Je vous prends un exemple. Parce qu'on n'a pas le sens de l'histoire. La conférence nationale souveraine, c'est très bien, était bien organisé. Les Congolais, pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays, ils ont trouvé un compromis. Oui. Un compromis. Ils ont fait tous les documents. Quand l'Occident a vu que les pouvoirs, donc les Congolais les échappent, ils ont fait comment? On a créé une crise, paf, les gens sont partis à Sun City. Ils arrivent à Sun City, ils ont récupéré tout. Donc ce que nous avons aujourd'hui là, c'est Sun City. Il n'y a rien à la conférence souveraine. Et je t'ai dit la fois dernière ici, quand tu m'as manqué, je t'ai expliqué. Dans ses mémoires, il vous dit très clairement que 1 plus 4, qui était Sun City,
ils viennent de Sun City, avant qu'on mette cette structure en place, un président, un vice-président, quatre vice-présidents, ils ont commencé par voir Museveni. Museveni, c'est un étranger. Après Museveni, ils sont partis voir Kagame. Après Kagame, ils sont venus voir Kabila avec Swing. Les participants... J'ai dit que Katumba Mwake, tu connais Katumba Mwake, c'était l'homme le plus puissant. C'était lui qui gérait le Congo. Il est parti voir Museveni, il a vu Kagame, il a vu Kabila avec Siat. C'est comme ça qu'on a fait 1+4. C'est pendant cette période 1+4 qu'on a refait la Constitution. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment vous dire quoi? Moi je trouve qu'il y a un problème chez l'élite congolaise. On est très faible sur le plan caractère intellectuel. Que répondez-vous à cette opposition qui dit que M. Tshisekedi veut toucher à la Constitution pour un bénéfice personnel? Oui, il veut se maintenir au pouvoir. Le cas de M. Delis Sanga. Arrêter les histoires des individus. Il y a un point de presse qui dit non, monsieur le président, l'article 217 de la Constitution. Mon cher ami, j'ai dit ceci, que Sanga accepte un débat télévisé. Avec le président. Avec le président. Comment il est président? Vous voyez la confusion. Qu'il accepte un débat télévisé avec quelqu'un de pouvoir, qu'il discute, que le peuple sache qu'est-ce qui se passe réellement. Ils ont peur du débat. J'ai la peur du débat. Le jour où il y aura le débat, tous ces gens vont disparaître. Je pense que la question est maintenant posée. Il faut créer deux camps. Les gens qui sont contre et les gens qui sont pour. Oui. Alors avoir un débat de fond. Parce que dans cette histoire de vouloir rester au pouvoir à travers une modification ou un changement de constitution, moi je n'entre pas dans les articles, mais le principe simplement. Je dis ceci, que ce soit dans les contradictions ou bien ce qu'on appelle dans un projet, on définit toujours les priorités. Hein? Quand vous voulez réaliser un projet, il y a toujours la définition des priorités. Alors, dans la contradiction, il faut définir quelle est la contradiction principale et la contradiction secondaire. Et dans les priorités, il faut choisir ce qui est principal et ce qui est secondaire. Mais selon vous, qu'est-ce qui est principal dans cette question de changement dans la Constitution? Mais la Constitution, c'est la maison. La Constitution, c'est la maison. Mais bien sûr. Si votre maison n'est pas bonne, c'est ça le principal. Le reste... Donc, le reste, ce n'est pas principal. Tout ce qui est dans la Constitution est mauvais. Non, je ne peux pas dire que tout est mauvais. Ce sont des phrases. Hein? Dans les phrases, il y a des articles, il y a des mots, il y a des points-virgules, il y a des mots qui sont bien placés, il y a des phrases qui sont bonnes. On ne peut pas dire que dans un livre, tout est mauvais ou bien tout est bon. Non, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Là, n'est pas le cas. Mais tel que notre pays fonctionne aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu déjà depuis le début, la Constitution pose problème. À quel niveau? Non. Écoute, à quel niveau? Non, je pense que le président a parlé très clairement. Il est sorti du cadre juridique ou bien des droits. Il est entré dans la géopolitique. Il y a plusieurs articles qui sont discutables. Dans la géopolitique, c'est comme ça. Lui, il est sur le terrain. Il est acteur. C'est le président qui vous dit c'est lui qui gère le pays. Mais Monsieur Fodi, la partie est du pays qui est en proie à une guerre depuis plus de 30 ans aujourd'hui, avec des localités qui sont prises. Occupées, pas prises, occupées par l'armée rwandaise. Excusez-moi. Occupées par l'armée rwandaise. Oui. Que va-t-on se passer si on va au changement de la Constitution? Que va-t-on se passer pour ceux-là qui sont d'une certaine partiellement détachés du Congo? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne sont pas détachés. Les populations, 7 millions de Congolais sont déplacés, qui sont à l'interne. Ils ne sont pas partis au Rwanda ni en Ouganda. Ils sont au Congo. Ils ne sont pas détachés. Donc c'est les Rwandais avec les multinationales, avec Museveni. Non, je parle d'eux et des terres qui sont là-bas. Mais les terres, ce sont les terres congolaises. Mais on va faire comment? Voilà l'importance de la Constitution. La Constitution actuelle définit ces terres-là appartiennent au Congo. C'est très clair. C'est très clair. Mais maintenant, le président demande qu'on puisse serrer les vis. Parce qu'on fait pression. Le président vous a dit que... Moi, je vais donner l'exemple. Voyons seulement. Vous savez, il y a eu
Bon, l'IDPS, par exemple. L'idée d'avoir un État fédéral. Ouais. Hein? Un État fédéral. C'était déjà une volonté de beaucoup de gens. Il y a même, à une certaine époque, Nemwa Nansemi qui qui parlait de l'indépendance du Congo central pour finalement revenir à l'esprit d'avoir un État fédéral. Mais il faut, bien sûr, dans cette idée-là, passer à une réforme constitutionnelle. Ça, c'est un exemple. C'est exemple, regarde. C'est un exemple. Je voudrais amener un peu. Et ce n'est pas Nemwa Nansemi, c'est pas rien du tout. Non, mais c'est que j'ai dit. Important. Les gens parlent de textes. Mais il y a des réalités sur le terrain. Les présidents sont bien mieux informés. Vous pensez quand il vous dit qu'on me demande de faire ça, c'est la blague. Non. Ce qui m'étonne, c'est ça. Je vois qu'on est très léger. Ça, c'est la survie du Congo. Écartons ces débats, des polémiques, un peu de polémistes là. Il y a des choses qu'il faut retenir. D'abord, l'État congolais n'existait pas. Sur le plan juridique, oui. Sur le plan sociologique, factuel, il n'y a plus. Pas. Il y a des coins où vous avez ni policiers. Ouais. La plupart des provinces qu'on a créées, il n'y a même pas un petit bureau jusqu'aujourd'hui. Tu vois? C'est dû à quoi? Je te dis que l'État n'existe pas. Pourquoi l'État n'existe pas? En fait, le modèle de l'État que nous avons jusqu'aujourd'hui, c'est un modèle calqué sur... qu'on a hérité de la colonisation. Quand on a créé l'État indépendant du Congo, il avait un objectif. C'est travailler pour les intérêts étrangers, travailler pour la Belgique, travailler pour les multinationales. L'État indépendant du Congo n'était pas mis en place pour régler les problèmes congolais, pour le bien-être du Congo, non. Cet État s'est effondré avec la colonisation. Il y a eu un vide entre 60 et 65. Mout fait un coup d'État. Il construit son État patrimonial, mais toujours avec un héritage colonial. Il est chef seul, il trône contre le peuple, mais il travaille pour les intérêts étrangers. Avec l'accord de la Belgique, avec les Américains, il sous-traitait les intérêts étrangers. Cet État est arrivé à la fin, donc on l'a balayé par l'AFDEL. L'AFDEL, c'est qui? Ce sont les mêmes occidentaux qui ont donné des armes à Kagame et Museveni à leur faire la guerre à Kinshasa. Ils arrivent à Kinshasa, ils sont en train d'installer leur État, le troisième État. Mais ça ne marche pas. Pas cette fois-ci. Pour arriver à réinventer notre État, il faut tenir compte de la volonté du peuple. Voilà là où donc, je dirais, la révision ou bien les changements de la Constitution intervient. Parce qu'il faut maintenant que la population discute, qu'on ne nous impose pas une Constitution. Élitiste, il faut que le peuple discute, en parle, tout le monde sache pourquoi comment on doit s'organiser. On va coller ça sous forme d'un texte qu'on peut appeler la Constitution. Ça sera une chance. Cette Constitution n'était pas passée par un référendum actuel ici. Quel référendum? On a triché, on a forcé des choses. Quel référendum? L'opposition dit que le chef de l'État, il a une CENI qui est à lui. Attends, vos histoires, il se battent pour manger. Ne comprennent pas ni la géopolitique. Il a un parlement. Je t'informe que les gens ne comprennent pas. Félix vous dit que le pays va disparaître. Vous serez chez vous. Si le Congo n'existe pas. Il faut parler comment aux gens. Ce sont des porteurs de masques. Ces gens-là, pour la plupart, sont financés par des globalistes. La plupart sont des agents de Kagame. Tout le monde qui parle va se mettre dans l'histoire. Fait se mettre les checker. Ils viennent de tous ces gens. Ce sont les Fayoulou. La plupart, Fayoulou, tu vas les tuer, non, pourquoi? Tu connais ce qui s'est passé à Genève? Il faut relire l'histoire, non? Vous lisez pas l'histoire. Moi, ce que je demande aux gens, c'est relire l'histoire pour qu'on tire des leçons, pour que ça ne puisse pas se répéter. Je voudrais parler un peu de la géopolitique ici. Quand les présidents vous parlent, le monde est en mutation. Les États comme on en a là, ça ne va pas exister peut-être d'ici 2030. Qu'est-ce qui va se passer? Les anciennes puissances qui vont décliner et les nouvelles puissances qui vont émerger vont s'affronter pour le contrôle des espaces d'influence. La Chine n'était pas ici en 1885. Aujourd'hui, la Chine est présente. Il y a un affrontement entre la Chine et l'Amérique, non? Avec l'Occident. Pour avoir le contrôle des matières premières. Et si nous ne sommes pas capables de définir d'abord un cadre pour protéger nos matières premières, et la Chine et l'Amérique, ils peuvent s'entendre, on divise le pays, on dessine la carte. C'est que le président vous explique, il dit non, il y a un danger
il y a toujours possibilité d'avoir une coexistence pacifique entre la Chine et l'Amérique. Hein. Donc, le président vous dit que dos, l'article 217, là, ne voyez pas la dimension juridique, vous voyez la dimension géopolitique. Donc, ça dépasse les juristes. Maintenant, il faut faire intervenir les géopolitologues. On vous dit que le pays est occupé par Kagame. Kagame vous dit non, Uruchuru, Walikale, ça appartenait à la Rwanda. Au Rwanda. Ça, c'est Kagame. Entre-temps, les Occidentaux viennent vous dire Félix va négocier avec Kagame. Vous va négocier quoi? On a une difficulté. Vraiment, moi j'ai dit, nous sommes dans un tournant historique. Qu'on fasse appel aux gens qui ont des compétences, qu'on engage un débat. Et cette fois-ci, il faut que le gouvernement soit clair. Il faut une politique de communication nationale, une politique très claire. Et dans tous les médias qu'on dise qu'ils vont passer débattre. Mais ça va être quoi l'impact de ces changements ou cette révision sur les retours de la paix? L'impact. Mon cher ami, le président a dit qu'il faut sécuriser nos richesses. Il faut ficeler la Constitution. Je te prends l'exemple de l'article 9. L'article 9. Donc, il stipule que l'État, comment on appelle ça? L'État congolais. Article 9. Va un peu par article 9. Je vais chercher. Celui l'État peut abandonner. Non, ça c'est 217. Il a sur la terre. Hein. Attendez. Prends un peu l'article 9 là. Donc, un tel article. L'État, excusez-moi, l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Est-ce que vous pensez que c'est fait du hasard qu'on ait remis en cause l'idée selon laquelle sous-sol et sol appartiennent à l'État? Ça, c'est pour créer un flou. Actuellement, les gens ont signé, le gouvernement a signé beaucoup de conventions avec les multinationales sur la vente des terres congolaises. Allez au Bas-Congo. Il y a des concessions dans lesquelles vous avez la population qui n'est pas reconnue. Une population Bas-Congo est sur sa terre, mais il n'est pas propriétaire. Merci. Donc, si le président parle de ça, moi j'ai dit, c'est un moment, en tout cas pour nous, qu'on en profite pour qu'on fasse un débat houleux, un débat rigoureux. Des compétences doivent parler. C'est un débat. Vous allez accepter aussi que ceux qui sont contre gagnent? Le point n'est pas celui-là. Il faut d'abord débattre, on va prendre la Constitution, on met mais attends, la population. Moi, c'est que je ne comprends pas. Vous pensez que quand on engage un débat, il faut absolument que celui qui engage le débat, c'est un côté gagne et que l'autre côté ne puisse pas gagner. C'est deux arguments. Ben oui, bien sûr. Il y a l'un qui va l'emporter, l'autre. Non, bien sûr, il va l'emporter. C'est le peuple qui va décider. Dans votre façon d'exprimer les choses, c'est comme s'il y a un côté qui va empêcher l'autre de le débat de gagner. À quoi sert le débat alors? Écoute, faites ceci. Mais non, ça sert à ce qu'il y ait un qui gagne, mais ce n'est pas toujours le même qui gagne. Et regarde. C'est lui qui a des meilleurs arguments. Et ayez le courage d'appeler ceux qui ont écrit. Monsieur Bochab et le professeur Essambo. Le professeur Bochab et le professeur Essambo Kangachi. Prenez le temps de les interviewer. Si encore d'autres qui ont écrit aussi leurs livres pour dire on ne peut pas modifier la Constitution, qu'ils s'expriment. C'est comme ça que la nation vit. Au fait, les débats doivent permettre d'éclairer la société. La société. Ce n'est pas seulement faire un débat. Comme je vois souvent... Tu vois, l'exemple, c'est quoi? Tous ces gens-là que tu as vus là, qui font du bruit là, leurs patrons sont des globalistes. Donc il faut déjà se préparer. Les Sessanga, les on connaît tous ces gens. Mais ils travaillent pour qui? Monsieur Fodé, tous ces gens-là, ils travaillent pour qui? Vous demandez le débat. J'ai dit ceci. Et ceux qui sont moi, je t'ai dit qu'ils peuvent venir discuter. J'ai dit qu'ils travaillent pour qui? Tu vas voir, on va déverser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent au niveau des ONG pour dire qu'on ne change pas la Constitution. L'argent vient d'où? Des globalistes. Mais à quoi ça le débat? Puisque vous êtes déjà partant pour un changement. Félix a dit très clairement qu'il y aura un changement. Donc on va changer la Constitution. On va demander au peuple de se décider. Que ce soit vos gens là, les globalistes, les mondialistes, ils n'ont rien à faire ici. Et le peuple est prêt pour se battre. D'accord. Je vous repasse la parole, M. Fodi Mumba. Parlons de l'Est de la RDC.
est-ce que cette constitution empêche-t-elle à ce que nous puissions recouvrer l'intégralité du territoire national et toutes les parties qui sont aujourd'hui occupées? Et la constitution empêche-t-elle à ce qu'on puisse reprendre? Bon, je pense qu'on a dit tout à l'heure l'histoire de cette partie Est, que le Rwanda revendique. Le Rwanda revendique réellement. Hein. Mais Kagame, il y a eu plusieurs publications, enfin plusieurs déclarations de Kagame lui-même, du président rwandais, disant que, montrant le vrai objectif de cette affaire, c'est récupérer l'ancien Rwanda. Mais tout ce que Kagame dit est faux, tout simplement parce qu'il y a des publications. Moi, j'ai par exemple Jean Fancina qui a sorti l'histoire du Rwanda de l'origine à 1900, où on montre effectivement que le Rwanda n'a jamais pu ou su, si le Rwanda dont il parle, lui, ils ont attaqué à plusieurs reprises, parce que, bon, il y a eu, dans des époques très anciennes, ils ont pu attaquer le Congo, mais ils n'ont jamais pu prendre le territoire congolais, jamais, jamais. Même Rwabugiri n'a jamais pu. D'ailleurs, pour occuper une partie qu'ils ont réussi à occuper, c'est parce que les Allemands sont venus et les Allemands ont appuyé à ce moment-là le Rwanda pour avoir pour gagner sur les populations. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui empêche à ce qu'on puisse recouvrer les territoires qui sont occupés aujourd'hui? Je pense, pour récupérer les territoires, il faut faire la guerre. Il n'y a que la guerre. Il n'y a que la guerre. C'est tout. C'est pas question de... La constitution. C'est pas question de constitution. Non. Il faut faire la guerre. La constitution, ça sur le plan juridique. La constitution... On va verrouiller sur le plan juridique, mais ça sur le plan militaire, nous chassons Kagame et ses amis de notre peuple. C'est là où vient l'histoire de la préoccupation principale et les préoccupations secondaires. La préoccupation principale, c'est avoir une bonne constitution. Le problème de la constitution, vous ne pouvez pas me dire, dans tel coin, il y a tel problème, est-ce que la constitution permet de résoudre le problème? Ce n'est pas ça. La constitution, c'est une maison. Maintenant, on vous dit que la constitution a été élaborée avec les histoires de Sun City pour nous dépouiller notre pays. Donc, il faut regarder les choses autrement. Monsieur Freddy parlait tantôt de 7 millions de déplacés internes, plusieurs localités entre les mains du Rwanda. Qu'est-ce qui peut venir avant? Qu'est-ce qu'on doit initier avant? Il faudra d'abord ces 7 millions de Congolais qui retrouvent leur dignité, leur maison, leur famille. Parce qu'il y a même des enfants qui ne vont pas à l'école. Qu'est-ce qui est prioritaire? Changer la Constitution ou bien rétablir cette paix-là? Je reviens sur la préoccupation principale et la préoccupation secondaire. C'est la même chose pour les contradictions. Quand nous ne sommes pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec Freddy pour certaines choses, mais je regarde si la préoccupation principale est plus intéressante. Là, avec Freddy, je ne suis pas ennemi. Tu vois, je ne suis pas contre. Donc, je dis tout simplement ceci. C'est la Constitution nous permet de faire des choses, nous permet de faire avancer notre pays, d'avoir une loi fondamentale pour tous les fonctionnements de notre pays. Mais c'est cette question de la terre qui est occupée parce qu'on n'est plus un État, puisqu'un État, c'est 3 éléments. Il faut avoir un gouvernement, il faut avoir la terre et une population. Si on n'a pas ça, et s'il y en a un qui manque, on n'a pas d'État. Bon, maintenant, la Constitution, pour la Constitution, c'est un texte. Il faut tout ça. Mais là où notre terre est occupée, il faut faire la guerre. C'est la guerre, c'est pas la... Ce qui est frappant. C'est la guerre qu'il faut faire. La priorité, c'est quoi? Changer la Constitution ou rétablir la guerre? J'ai dit ceci. Oui. La Constitution, c'est pour verrouiller sur le plan juridique. Le président vous a dit, on veut nous imposer pour concéder nos terres. On va laisser sur base de quoi? C'est la Constitution. Mais c'est la préoccupation principale dont je parle. Donc, on va laisser sur base de la Constitution. On dit non, l'article 217. Si nous changeons cet article... Mais attends, l'article 217 dit... Non, parce que vous dites que l'article 217 parle des terres. Mais moi, je vois la question de souveraineté ici. Non, je t'informe, ceci. Toi, tu fais une lecture juridique. Ici, je fais une lecture géopolitique. C'est différent. Et le président a fait une lecture géopolitique. Et vous ne comprenez pas. Voilà la grande difficulté. On vous dit qu'on a occupé. Il y a des négociations. On demande au président de céder les terres. Le président vous parle.
Vous pensez qu'il n'est pas au courant? Voilà la difficulté de notre élite. Notre élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Monsieur Freddy, sans vous arrêter. Hein? C'est le moment où on devrait avoir des intelligences, prendre parole, montrer la voie, suivre. Le président Tshisekedi, dans l'opposition, il s'opposait au changement, à la révision constitutionnelle. Il était opposé. Il disait même si on ose le faire, on va marcher sous nos cadavres. Non, mais il y a une différence. Les choses ont... Il y a une différence. Oui. Les gens, on voulait seulement donc, changer l'article 220. À l'époque. À l'époque. C'est moi, je dis, ce n'est pas l'essentiel. Ça, c'est l'accessoire. Mais aujourd'hui, c'est pas 200. Je dis que l'essentiel, ce n'est pas 220. C'est 217. L'article 9. Voilà, ça, les intelligences congolaises doivent se faire entendre. Qu'est-ce qui est principal? Qu'est-ce qui est accessoire? L'article 220, c'est accessoire. C'est qu'on doit vite... Donc, il faut revoir toute la Constitution. Toute la Constitution. C'est pas notre Constitution. Même 220. C'est à nous de décider. Ce n'est pas aux étrangers. Comment est-ce qu'on peut être 60 ans après être aliéné comme ça? Il n'y a pas d'élite. C'est que c'est pas ici. Vous savez ce qui est dramatique, c'est que... Ouais. C'est que c'est pas ici. Ça ne peut pas se passer en Angola. Tous les Angolais là, une élite forte. L'ambassadeur de France avait fait des bêtises là-bas, 48 heures chassé. Écoutez, vous ne comprenez rien, vous. Vous ne savez pas que nous sommes dans un monde violent. Rapport de force. L'histoire nous montre qu'on a toujours occupé des terres comme ça. Vous êtes faible, on vous occupe. Hein? Oui. Il n'y a que donc, on va ficeler, on va verrouiller la Constitution, et puis on engage la guerre sur les bases des textes. Sur les bases qu'on va réclamer, ce sont nos terres. Il y a des textes, non? Ce n'est pas le problème du président. Voilà notre grande difficulté. On ne comprend pas. Donc, il faut laisser un débat. Moi, j'ai dit, ceux qui ont des intelligences, qui ont des compétences, qui ont l'expérience, le moment est arrivé de parler. Beaucoup de gens se trompent d'époque. Ils estiment peut-être que on va changer de régime, ils vont changer de camp. Comme ils ont fait avec Mobutu, Mouzé Kabila et Kabila fils. Il y a une rupture aujourd'hui. L'arrivée de Trump a tout bouleversé les calculs. Kagame, il faut mettre la croix. Le Rwanda est devenu riche parce qu'on vole au Congo, on tue le Congolais. Et le Rwanda a des gens ici dans les institutions. Ils sont connus. Nanga, est-ce que ça ne vous dit rien? Nanga était ici, c'est qui a organisé les élections. Comment il s'est retrouvé à Kigali maintenant? Il y a des élections qui ont fait de... J'ai dit ceci. Non, ça c'est une connotation secondaire. La principale, Nanga est à Kigali. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup de Nanga à Kinshasa. Ils sont dans les institutions. Si demain, ils apprennent que Nanga a pris Kisangani, vous allez voir. Ils vont changer de camp. Mais ils se sont trompés d'époque. Ils se sont trompés d'époque. Merci bien, messieurs, dames. On va prendre la deuxième thématique. Parce qu'on avance un peu plus rapidement, il faut que l'opinion soit informée. On va parler du procès impliquant M. Charles Onana et son éditeur, M. Damien Siriex, qui ont comparu pour contestation publique de l'existence des crimes contre l'humanité. Plusieurs associations, dont la Fédération internationale des droits de l'homme, la communauté rwandaise des France, CRF, et la Ligue des droits de l'homme remettent en cause la thèse du livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, et espèrent une décision qui fasse jurisprudence pour le négationnisme du génocide des Tutsis. Dans cet ouvrage, publié en 2019 aux éditions du Toucan, l'auteur remet en cause la version connue et officielle des responsables des massacres qui ont causé la mort en moins de 4 mois de près de 800 000 personnes, en grande majorité des Tutsis, en 1994. D'abord en prenant défense de l'opération turquoise envoyée par la France sous la bannière de l'ONU, soupçonnée par certains d'avoir laissé faire des massacres et permis à des génocidaires de fuir vers le Zaïre, actuel RDC, sur fond de liens entre Paris et les régimes Hutu. Puis, en affirmant que Paul Kagame, président du Rwanda depuis 24 ans, alors à la tête du mouvement rebelle qui a mis fin au génocide, aurait orchestré cette invitation déguisée du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, dès 1990 pour s'emparer des ressources minières de la région. En résumé, les tueries furent le fait des Hutus comme des Tutsis, et c'est le FPR, toujours au pouvoir à Kigali, qui en fut le véritable
responsable et planificateur faisant de l'opération turquoise la victime d'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Charles Onana, bientôt le procès. C'est pour quand déjà le procès, le verdict? C'est le 9, ce sera le 9 décembre. Le 9 décembre Ouais. 2024. Charles Onana, on saura s'il sera acquitté ou il sera condamné. Vous avez assisté, monsieur Christophe Massamba, vous avez assisté à tout le procès, de son ouverture à la fermeture donc des audiences, juste en attente de délibérer du juge. Dites-nous maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que l'opinion congolaise et même l'opinion rwandaise qui suit cette confrontation doit-elle retenir de cette confrontation? Bon, vous savez, cette accusation est arrivée avec la sortie du livre Holocauste au Congo. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Ce livre est sorti en 2017, 2019. Non, on parle de L'opération turquoise. l'opération 2017. 2017. Mais Holocauste au Congo, c'est 2017. non, non. Non, opération turquoise. Mais la plainte est arrivée à la sortie de l'Holocauste. Est-ce que vous comprenez? Le livre est sorti bien avant. Mais la plainte contre la Rwanda, vérité sur l'opération turquoise, est arrivée bien plus tard. Ça correspond à la sortie de l'Holocauste au Congo. Vous faites les liens? En fait, il ne s'agit pas d'attaquer sur l'opération turquoise en réalité. Parce que déjà, les officiers de turquoise qui avaient été attaqués en justice avaient été acquittés. Ça, c'est avant ça. Sur l'opération turquoise, ceux qu'on avait accusés de massacre, enfin, d'avoir participé au massacre au Rwanda de l'opération turquoise, tous ces officiers avaient été acquittés par les tribunaux en France. Bon, maintenant, Holocauste au Congo sort. On voit l'arrivée de la plainte contre Onana, non pas sur Holocauste, mais sur la vérité sur l'opération turquoise. Je vous dis un mot. Moi, je n'étais pas au courant. Hein. Je vais parler de Gilbert qui a sorti le film Congo, Les silences des crimes oubliés. Le jour où nous préparions à projeter ces films à l'Hôtel de Ville de Paris, on a préparé cette projection. Et on travaillait avec la Ville de Paris. On arrive à 2 jours avant la projection, on va dire 1 jour et demi avant la projection est annulée. Mais pourquoi? On nous dit cette projection est annulée parce qu'il y a Charles Onana dans le film. Le fait que Charles Onana soit dans le film, ce film ne peut pas être projeté par la ville de Paris parce qu'il est accusé par Ibuka, l'association Ibuka. Ce sont des Rwandais, quoi. Les Rwandais, l'association Survie. Qui sont tous proches de Kagame. Survie que je connais très bien. Et la Ligue des droits de l'homme, la FIDH aussi, et la communauté rwandaise de France. On nous sort ça. Je dis, tiens, mais il n'a pas été condamné. Donc, normalement, c'est le jugement définitif qui compte. Mais là, le fait d'avoir une accusation sur son dos, ça empêche aussi que le film soit regardé. C'était vraiment dommage. Alors, moi, je me suis permis d'appeler le responsable, le trésorier du LFI qui s'appelle Pierre Boutry, du parti de gauche. Je lui ai dit, bon, on nous a refusé l'accès à la projection à la ville de Paris. Est-ce que tu peux nous proposer votre salle du parti de gauche pour que le film soit projeté? Il dit, oui, Christophe, moi, en tout cas, pour toi, je vais le faire. Alors, j'informe les amis et je republie
j'ai fait une publicité encore pour que les gens viennent maintenant, même s'il y avait pas beaucoup de jours pour la salle. Et on arrive sur place, qu'est-ce que je vois? Les premières, après la projection, dans la discussion, c'est le doute sur Charles Onana. Même les responsables du parti de gauche, de LFI, qui dit ouais, Charles Onana, c'est douteux, tout ce qu'il fait là, c'est pas vraiment, il faut prendre ça avec des pincettes. Et de la même manière, on dit les 10 millions de morts, c'est pas vrai. C'est pas normal. Est-ce qu'il a pu compter les 10 millions de morts? Alors moi j'ai dit, et les autres là, qui ont connu le génocide, vous avez compté les nombres, vous avez pu compter vous avez fait comment pour savoir? Et les 10 millions de morts de Congolais, ça vous pose problème. Donc en réalité, il s'agit du Congo, il s'agit du problème de la RDC. On ne veut pas de discussion sur la vérité établie. La vérité établie, la vérité fabriquée par les globalistes, comme les narratifs de Freddy, que j'accepte d'ailleurs. Ils ont construit un narratif et ça ne doit pas changer. Même si aujourd'hui la vérité sort, c'est un peu comme l'histoire du coronavirus. Ouais. La vérité sort maintenant, mais ceux qui étaient en faveur de cette du vaccin contre les traitements continuent dans la même logique. Qu'est-ce que Charles dit dans ce qu'on l'accuse? On l'accuse de négationnisme du génocide de Tutsi. Comment il se défend? Quel est son argument par rapport à ça? Non, il y a un problème. Le procès a eu lieu. Oui. Il y a eu l'audience. Maintenant, on attend le verdict. Maintenant, nous devons savoir, parce que Charles, en sortant de l'audience, à la fin, il a fait une déclaration. Il a écouté dans la salle que ce procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Ça signifie que le procès est politique. Clairement. Charles était très clair. Mais quelles sont les conséquences juridiques, judiciaires? Quelles sont les conséquences politiques? Vous savez, c'était prévu, on pouvait aller vite les condamner. On a attendu après l'élection de Trump. Trump a été élu le 9, le 5. On a mis ça le 9 décembre. Un écart d'un mois. C'est aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump, on va voir comment les globalistes et les Français vont se comporter. Parce que tous ces globalistes qui travaillent avec Kagame, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on dise la vérité. Ça dérange. D'abord, les documents que Charles a présentés, les archives, ce sont des choses réelles. Personne ne peut les mettre en cause. Maintenant, ça l'enjeu. Comme ils sont incapables de remettre ces archives qui ont permis à Charles de travailler, on fait comment? On va voir la justice pour les faire taire. Mais on ne fait pas taire Charles. On fait taire les Congolais. Le Congo. En fait, les dossiers Congo dérangent. Et Charles, la faute qu'il a commise, c'est d'avoir écrit ses livres. Un diplomate dit à Charles, on a fait un travail pendant 30 ans. Ton livre est venu tout cassé. Donc tu as cassé des travaux de 30 ans. Donc maintenant, c'est la haine contre Charles. C'est ce livre de Charles, pour ceux qui ne lisent pas, je recommande qu'ils les lisent. Ce livre nous a sauvés. La balkanisation était déjà très avancée. Ils étaient tellement sûrs. Et quand le président vous parle de l'article 217, mais il faut lire le livre de Charles. Il y a tout un projet pour ça. Je ne comprends pas pourquoi les élites congolaises sont naïves ou bien sont complices. On vous dit qu'on prend les pays. Il y a des publications. Il n'y a pas que Charles. Nous, on a écrit en 2013. Qui ont lu ça? Et ces politiciens ont lu. Si ces politiciens avaient lu les livres qu'ils avaient publiés, on ne les pas se comprendre comme ça. La plupart de ces gens portent des masques. Ce sont les agents des globalistes. Ce sont les agents de Kagame Museveni. Donc, comment trouvez-vous Charles? Il est possible que Charles soit acquitté? Non, ça, on laisse la justice. Mais je dis ceci. Est-ce que vous avez confiance en la justice? Les procès est politique. Écoutez. Je dis que les procès politiques, Kagame a fait pression avec les globalistes
pour qu'on fasse taire Charles. Charles a dit trop de vérité. Et Charles, s'il continue encore à être libre sur le plan intellectuel, c'est fini. Mais aussi, les conséquences sur le plan judiciaire. Tout celui qui a écrit les livres contre Kagame sera poursuivi. Écoute. C'est encore l'enjeu. Écoute. Donc vous autres, cela, vous serez aussi poursuivis. Non, moi, c'est pas en France, moi, c'est au Congo. On peut poursuivre. La France peut peut-être... Non, comment? Oui, mais écoute. Cette loi n'est pas reconnue ici. C'est ça les travaux maintenant qu'ils sont en train de faire. Que cette loi soit partout. Pour que... qu'on fasse taire tout le monde. Donc les morts de Congolais, les 10 millions, qu'on ne parle pas juste de Congolais. La réalité, c'est que Charles Onana a travaillé, parce que les gens pensent, il y a certains qui peuvent dire, bon, il y a une affinité entre Charles et la RDC. Non. Charles, c'est un Camerounais. C'est un chercheur, et dans son travail, il a découvert que ce qui était dit est faux. C'est ça la réalité. Alors, vous allez voir... tous les éléments utilisés par Charles, il y a beaucoup de livres qui sont sortis, mais les éléments utilisés par Charles sont inattaquables. Ce sont des documents authentiques. Officiels. Il est allé chercher jusqu'au fond. C'est tellement inattaquable que la seule façon de pouvoir lui clouer le bec, c'est essayer de chercher ce qui sort de l'objectivité. Vous avez assisté, parce qu'on vous avons sur ce plateau. Oui. Parce que vous avez assisté. J'ai assisté du début à la fin. Du début à la fin, oui. Vous avez suivi les arguments contraires aussi. Écoutez. Ma question est la suivante, monsieur Massamba. Vous pensez qu'il est possible que la justice puisse acquitter Charles? Tout est possible. Tout est possible parce qu'il s'agit de questions géopolitiques. Oui. Comme l'a dit mon ami Freddy tout à l'heure. En réalité, vous avez l'histoire de l'attentat sur l'avion de Abiyarimana. Oui. Il y avait le juge Bruguière qui avait le dossier entre ses mains. Il a mené ses enquêtes. Mais ces enquêtes aboutissaient à mettre en cause le FPR qui était, en tout cas dans ces enquêtes, qui était responsable de l'abattage de cet avion. Donc, les éléments irréfutables étaient là. Qu'a fait la France? C'est Kagame qu'on accuse d'avoir tué. Non mais qu'a fait Abiyarimana. Oui, mais c'est Kagame qu'on accuse. Maintenant, il est accusé par qui? C'est le livre de Charles Onana qui accuse. Il ne faut pas dire on accuse. C'est le livre de Charles Onana et certains autres auteurs qui accusent. Mais les autres ne l'accusent pas. Connaissant les relations diplomatiques entre la France est très proche du Rwanda. Aujourd'hui, si on condamnait Kagame, on a testé les livres de Charles Onana comme étant un livre qui dit effectivement la vérité. Vous ne pensez pas qu'il risque d'avoir conflit diplomatique entre la France et le Rwanda? Écoute, moi je vais ça se passe pas notre problème. Écoute. Non, nous notre problème, non. Ça c'est mal posé les problèmes. Écoute, Kagame a tué des Congolais. Kagame occupe nos terres. Kagame pille le Congo. Quels que soient les verdicts. Écoute, quels que soient les verdicts qu'on va donner, nous devons continuer les combats que Charles a déjà commencé. Freddy, je vais lui répondre là-dessus, sur quelque chose de très précis. Vous savez que Mushikiwabo a reçu la possibilité est devenu secrétaire de la francophonie. Secrétaire général de la francophonie. Secrétaire général de la francophonie, oui. Quand nous avions appris ça, que au Rwandais, à la rwandaise, on va remettre la francophonie. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi que tu vois là, j'ai décidé de contacter le responsable qui était le conseiller de Macron sur les questions de la francophonie. Et j'ai pris 2 personnes avec moi, 2 dames congolaises avec moi. Nous sommes allés voir le conseiller. Il a accepté et nous avons discuté. J'ai donné les arguments sur la charte de Bamako sur la francophonie, pour dire que il était hors de question qu'on accepte cela. Qu'est-ce que le Français a dit? Le conseiller de Macron a dit. Mais c'est Jacques Krabal, je le cite. Il a dit ceci.
nous avons décidé, malgré vos affaires, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous voulons rétablir nos relations avec les Rwandais et ça passe par là. On va lui donner ça. On va condamner Charles. Non, la condamnation, c'est pour dire, je suis en train de dire ceci. Il y a possibilité qu'il soit condamné parce que c'est une question politique. C'est tout. Très bien. La question... Mais maintenant, le problème, c'est quoi? En France, il y a un débat. Tu vois, ils attendaient qu'il y ait changement en Amérique. L'arrivée de Trump à la tête de l'Amérique pourra modifier les verdicts. Pourquoi? Ce sont des globalistes qui sont fait Kagame, qui travaillent avec la CIA, avec les départements d'État américains, pour qu'on poursuive les autres. Avec l'arrivée de Trump, il y aura rupture. Il y aura rupture. Même Macron, je pense, va commencer à réfléchir 2 fois. Parce qu'il faut reconnaître l'Europe est sous contrôle des globalistes et mondialistes. Ce ne sont pas des hommes d'État libres. Trump est en conflit avec les mondialistes. Donc, ça va bouleverser toute la politique en Europe. Donc, ça peut avoir... Mais Freddy, attention. Monsieur Freddy, oui. Ma question pour finir, peut-être, parce que le temps est vraiment parti. Kagame condamné par la justice française. La conséquence dans notre pays, c'est laquelle? La conséquence, non. Non. Si on arrive à condamner Charles, Kagame, on peut le condamner ou pas? Si on arrive à condamner Charles, nous devons quitter la francophonie. On ne gagne pas. Première chose. Nous devons revoir nos relations avec la France. On ne gagne rien avec la France. Et ça dépend maintenant de la qualité de l'élite. Notre élite est faible. Ça, ce n'est pas une classe politique. Quand vous gérez une puissance comme le Congo ici, il faut voir les discours comme Félix là. On sait qu'il y a un homme là-bas. Pas voir des gens, vous avez tous les éléments de puissance. Vous comportez comme des enfants. Cette classe politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais est-ce que ce procès peut être le moment idéal pour que la paix enfin soit... Il n'y a pas de paix à faire, il y a des terres à récupérer. Le procès de Charles a démontré que Kagame, Museveni, les globalistes... Et la France. Et la France, bien entendu. Macron est contrôlé par les globalistes. Aujourd'hui, je pense, entre les 11, les 12, à Paris, les fils de Soros viennent d'organiser une grande conférence à Paris sur la mondialisation. Qui était là? C'était Macron. Donc, actuellement, Paris, c'est la capitale des globalistes mondialistes. Donc, nous devons prendre une précaution face à la France. Rompre, quitter la francophonie. On ne gagne rien. Et tout ministre qui va aller contre la volonté du peuple doit rendre compte. Les idées du livre de Charles Onana sont aussi les livres Rwanda la vérité sous l'opération turquoise. Ces idées, celles sont reprises également dans le livre de Charles Onana, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Il y a des similitudes entre ces deux livres. Non, c'est une continuité. C'est la continuité. C'est la continuité. Charles, c'est un chercheur. Est-ce que tu as vu tous ces... Vous ne craignez pas qu'on puisse bannir ces deux livres au cas où Charles... Non, ils vont les bannir en France. Mais pas chez nous. Mais justement... Il va les faire pour la France, pas pour nous. L'éditeur est français. Justement... L'éditeur est français. Je t'informe qu'ils vont les faire là-bas. On peut l'imprimer ici. Qui va nous interdire? Justement... Personne. Merci bien. Justement, la condamnation, elle est voulue pour empêcher toute publication, tout autre narratif différent de ce qui a été choisi par ceux-là qui ont... Merci M. Freddy. On retient quoi de cette émission? Rapidement. Nous attendons, je demande aux Congolais, aux élites congolaises, ceux qui sont encore lucides, qui ont le sens de l'histoire. L'arrivée de Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, c'est une bonne chose pour nous. À condition qu'on soit sérieux, rigoureux et qu'on travaille pour les pays. Donc nous avons notre destin en main aujourd'hui. Si nous ratons cette occasion avec Trump, mettez la croix sur le Congo. On retient quoi pour votre passage ici? Bon, je crois que la RDC est à la croisée des chemins. Comme je dis, il faut regarder ce qui est le plus important pour nous.
qu'on peut faire directement maintenant, aujourd'hui, pour qu'ensuite on puisse regarder autre chose. Toujours question de voir les priorités. Quelles sont nos priorités? Donc, ce livre de Charles Onana, par exemple, c'est un livre que les gens doivent s'imprégner. Il faut que ça puisse, Holocauste au Congo, il faut que ça puisse être lu et compris. Même, je ne sais pas si... Même, je vais parler du film de Gilbert, hein, Ouais. un film qui explique exactement ce qui est écrit dans l'Holocauste au Congo. C'est un film qui n'est pas regardé ici. Mais qui va regarder parce qu'il y a beaucoup C'est un film qui n'est il y a pas beaucoup de regardé pro-Kagame qui sont ici. Voilà. Il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Donc, le moment sera... Vous savez, hein, il faut relire l'histoire pour savoir un peuple ne peut pas être dominé éternellement. C'est la leçon qu'il faut donner à tous ces pro-Kagame, tous ces complices qui sont dans les institutions, qui sont partout, même dans les églises. Ils sont du mauvais côté de l'histoire. On va les jeter dans la poubelle de l'histoire, ces gens-là. Mais nous sommes du bon côté. Il faut que les Congolais prennent conscience finalement. Hein. Et il faut qu'ils prennent conscience que les dangers, si Charles est condamné, on ferme notre gueule. Parce que avec la loi la loi mémorielle 2017 qui condamne tout ce qui va sortir un peu différent de ce qui a été parce que c'est une loi déterminé, vous êtes accusé. C'est une loi sur la presse. Ouais, mais ils ne vont tout à pas fait. toucher les libertés académiques. C'est différent. De réfléchir. Voilà. Merci bien, monsieur Freddy Mulumba. Merci aussi à monsieur Christophe Massamba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous savez, c'était houleux hein, sur ce plateau. Donc, l'avenir du Congo se joue là-bas. C'est que la justice française dira. Ça nous permettra d'avoir une idée de la manière dont le Congo va se comporter, surtout face à cette question de l'Est de la RDC. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Le débat est pour tout le monde. Vous voulez passer, on n'interdit à personne. Au revoir et à demain.